L'atelier, là, moi, ici, je l'ai gardé tel qu'il était. J'ai dit, je ne veux pas le vendre. Beaucoup de gens voulaient m'acheter tout le matériel et tout. J'ai dit non, je le garde parce que de temps en temps, pour les copains, je leur fais un couteau, je leur affûte les couteaux. Ça fait un moment de convivialité avec la table là, et puis le petit rosé. Et il y a des jours, sur des anniversaires, on se retrouve, on met une table longue, là, on est une quinzaine ici. Voilà. Il y a 60 ans, c'était donc un polisseur qui finissait les couteaux pour des patrons aussi, et sa dame coupait les cheveux aux hommes ici, dans cet atelier. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis quand mes parents ont acheté donc l'atelier, la maison et tout, moi j'étais toujours dans l'entreprise aînée, j'étais responsable de la production, et mon père, lui, après ses journées de boulot à l'usine chez M. Aîné, il faisait des heures supplémentaires ici. Mon père faisait 80-90 heures par semaine, quoi. À l'époque, c'était comme ça. Et alors, bien sûr, maintenant, il est décédé, malheureusement, mais il avait arrêté à 65 ans quand même, à peu près. Et puis moi, j'ai gardé tel que c'était, voilà. Il n'y en a plus beaucoup maintenant des trucs comme ça, on en trouve beaucoup. J'ai mis quelques bouchons parce que si des fois il y a un enfant que quelqu'un veut soulever, il faut se méfier parce que l'axe là fait du dégât. Hein. L'atelier, tous mes outils tournent en même temps. Ça m'évite de changer. Je peux vous les faire tourner, vous allez voir. À l'époque où la coutellerie tournait plein pot, il y avait, oui, trois gars qui travaillaient là en permanence. Les ouvriers à domicile? Oui, voilà, oui. Eh bien, ils étaient dans les villages tout autour, Paladuc, Lomanie, Redevie, et ces gens-là nous, on allait leur amener le travail, on allait le chercher, de temps en temps c'était eux qui venaient, on allait le chercher, et le ramenaient. Et on a fait ça moi j'ai toujours fait ça pendant toute ma carrière, c'était comme ça. Je peux vous raconter une petite anecdote des ouvriers à domicile. Je peux citer le lieu, c'était Lomanie, à côté de Paladuc. Et alors c'était des monteurs de couteaux là. C'était pas des polisseurs, c'était des monteurs de couteaux. Toutes les semaines, donc, ils montaient les couteaux. Et puis, j'avais écouté dire que le monsieur, là, il s'appelait Arnaud, il savait enlever les dents, il arrachait les dents. Parce que dans les villages, ils n'allaient pas chez le dentiste courir. Et alors, il avait la renommée de bien arracher les dents. Et puis, un jour, je vais lui amener du boulot, tout ça, et on discute et tout. Et puis, il y a un monsieur qui rentre, qui avait une petite chic, et il s'appelait Justin, il lui dit « Oh Justin, il faut que tu m'enlèves ma dent, j'ai trop mal. » Et sa femme, qui disait « Mais il n'est pas dentiste, tu vois bien, il va t'abîmer. » et tout. « Ah non, il les arrache bien. » Moi, je lui dis « Mais c'est pas possible qu'ils arrachent les dents ici. » Alors j'ai dit « Je peux rester ?» Il m'a dit « Tu peux bien rester. » Donc je reste. Alors le monsieur, là, qui avait mal aux dents, Justin a pris du fil recuit comme ça, là. Vous voyez, qui sont fragiles comme ça. Il lui a pris sa dent, il lui a bien tortillé sa dent. Le fil qui restait, il lui l'a coincé dans l'étau, ça fait que le type, il était comme ça, attaché à l'étau. Vous voyez, là, comme ça, là. Le fil était dedans, il était là. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je le vois partir dans la cuisine, il revient, il avait un pique-feu tout rouge, il arrive, il le met là, le type il tire, la dent arrachée. Ah ben j'avais jamais vu de ma vie. L'hiver c'était ça, le pique-feu, parce que le feu marchait, et l'été, je crois, c'est avec les loquets de porte qu'il arrachait. Il l'attachait au loquet, il tirait la porte. Alors ça saignait bien sûr un petit peu, un truc comme ça, et il se gargarisait avec de l'eau de vie, pour pas que ça s'infecte. Et puis il existait aussi, c'était en dehors du boulot bien sûr, entre les ouvriers à domicile et puis donc Monsieur Aîné, là, mon patron, et moi on était invités chez eux quand ils tuaient le cochon. Mais
fallait pas être trop fragile du foie, hein, parce que les menus, je peux vous en dire un en gros si vous voulez. Donc, les menus avec l'apéro, des gratons. Des gratons, c'est, vous savez, le gras du cochon qui est cuit et tout. Et puis après les gratons, arrivait la terrine de cochon. Et tout, il y en avait à volonté. Après la terrine, on avait droit au boudin avec les pommes de terre. Hein, des trucs comme ça. Alors là, on était déjà repu, tu vois, tu ne pouvais pas. Qu'est-ce qu'on voyait arriver? Civet de lapin. Civet de lapin. Au vin? Oui, oui, au vin, avec tu vois, salade, fromage et tout. Voilà les repas. Et la première fois qu'on y était allé avec Gaston René, là, le lendemain, je monte, je lui dis, putain Gaston, j'ai pas pu dormir de la nuit. Moi, je dis, j'étais ballonné. Il m'a dit, moi aussi. Mais c'était 4 fois trop mangé, tu vois. Alors après, on y retournait, mais on faisait attention, on ne prenait pas tous les trucs. Mais c'était des moments de convivialité formidables avec les gars, c'est ce qui nous liait. Didier Malinjou m'avait dit, Toutou, il faudrait que tu me fasses un couteau pour Johnny. Il arrivait de faire un rail avec lui, et il m'a dit, ça lui ferait plaisir. Ben, j'ai dit, je te le ferai bien, mais il le voulait en ivoire. Alors je fais le couteau pour Johnny, bien sûr, je le donne à Didier, Didier le lui amène, toujours gracieusement, parce que moi je ne vends pas. Et alors Didier le lui amène, 2-3 jours après, il m'appelle, il me dit, Johnny est trop content, mais il faudrait que tu en fasses un pour son beau-père et son parolier. Ah, je lui dis, écoute, je fais pas des trucs, mais j'ai dit, bon, pour les deux ça va, mais après t'en prends plus. Et puis j'en ai fait pour Mémé Jacquet, par exemple, l'entraîneur de l'équipe de France, très bon copain, on est du même âge. Et on l'avait invité pour Coutelia pour l'introniser une année. Il était au lycée, c'était pas le lycée technique, c'était le centre d'apprentissage à Thiers. Ah, ça c'est la famille. Voilà, ça c'était la batteuse dans le village. Et alors, le monsieur qui est là, je pense que c'est le père de mon grand-père, là, celui-là, et là. Mes arrière-grands-parents, ils avaient une ferme et ils ont terminé dans la coutellerie, mais monteur de couteaux, pas polisseur. C'était mon oncle, le maire de Saint-Rémy-sur-du-Rôle, d'Esiage. Oh, oui, à peu près. Ah ben tiens, voilà, un façonneur de manches, Pierre. Comment vas-tu? Toi? D'un tronc d'arbre, Louis ramène des plaquettes comme ça. Ça, c'est du bois d'olivier. Vous voyez? Il faisait aussi les manches-cornes, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est de l'ébène qui a été coupé aussi par Louis. Là, c'est pour enlever un peu les aspérités. Et là, vous allez voir la couleur avec la frotte en tissu. Ici, vous allez voir. Vous voyez les veines du bois, comment ça ressort. Voilà. Vous avez les manches de couteau, non? Vous avez des trucs comme ça, là, les plaquettes, et puis tous les manches, un peu toutes les formes, quoi. Ça, là, on a fait des quantités, ça. Les becs d'oiseaux, on a fait tous les manches. Mais on faisait des bois exotiques, mais il y en avait à ce moment partout. On allait voir, on achetait des... Maintenant, il n'existe plus tous les bois précieux. On achetait 30 tonnes de bois à la fois, là. Et il y avait un dépôt là-bas, au Havre, il y en avait partout. Il y avait des dépôts de bois. La maison Charles, c'était un truc magnifique, là. Tous les bureaux étaient en ébène. C'était tous les bois qui viennent de l'entour, de la Morette, des bois qui venaient du Brésil, de Madagascar, de partout, quoi. Le Bubenga le faisait débiter, par contre, plus tard, parce que c'était des bûches, le Bubenga, qui faisait 7-8 mètres cubes, des trucs qui étaient comme ça, alors il faisait débiter dans les scieries, là, parce qu'on n'avait pas d'outils pour les mettre en carrelé. Et moi, c'était un travail de titan. Personne ne voudrait le faire maintenant. C'est comme ça, à ce moment, voilà. Il y avait un gars, il pensait des trucs en corail. La cuisine était attenante à l'atelier. Le padouk, c'est rouge. Il faisait du riz au lait. Le riz au lait était rouge. Je m'en souviens comme aujourd'hui. Le riz de cette couleur. Tu me l'avais dit, oui, c'est vrai. Ça, c'était unique. La poussière sur le riz au lait. Oh là là, oui, tu me l'avais dit, ça. Le riz. Ça, je m'en souviens. Et puis, à la campagne de la maladie, là, il
Il pensait des côtes noires, tu sais, là. Ah ouais, là. Elle a récupéré ton aile, il m'a mis avec lui à la neige, là-haut. Il l'a fait lever. Il était sale, la figure, les mains comme ça. Là. Il me disait, je voudrais bien voir les draps. Il y a des trucs extraordinaires. Ça, c'est un 6 pièces, en serre, en bois de serre. Vous voyez, pour arriver à mettre ces pièces et tout lier dedans. Voilà, et bien ça, pour faire ça, il fallait déjà avoir de bons monteurs. Quoi. Ce qui était le plus mauvais, c'est quand il arrivait le staminal. C'est encore bien que le bois. Alors, Voilà, ça, c'est de la saloperie. Hein. Regarde donc, Bib, c'est pas beau ça? Hein?